Après une nuit passée dans les bras de sa maîtresse, le milliardaire regagna son domicile. Sa femme, enceinte, lui tendit les papiers du divorce. Nathalie Dubois n'aurait jamais imaginé se retrouver un jour à signer des documents de divorce tout en portant l'enfant de l'homme qu'elle considérait jadis comme son âme sœur. Pourtant, elle se tenait là, les feuillets à la main, attendant le retour de son mari après une nuit d'indulgence extravagante avec une autre femme. Christophe Dubois, un millionnaire autodidacte vénéré dans les cercles très fermés de l'élite parisienne, avait toujours navigué sur le fil du rasoir, tiraillé entre l'ambition dévorante et la tentation. Alors que des nuages menaçants s'amoncelaient dans le ciel nocturne, le cœur de Nathalie battait au rythme d'une détermination sinistre. Toutes les illusions d'un mariage de conte de fées s'étaient brisées à l'instant même où elle avait découvert sa trahison. Ce qui s'ensuivit fut une épopée de cœurs brisés, de rebondissements poignants et la quête acharnée d'une femme pour préserver sa dignité. Nathalie, née Moreau, rêvait d'une vie pittoresque depuis son adolescence passée dans une petite ville paisible de Normandie. En grandissant, son monde était demeuré modeste. Des déjeuners dominicaux en famille, des collectes de fonds pour la paroisse et des promenades tranquilles autour de la place du marché. Mais sous cette éducation saine et mesurée bouillonnait une étincelle d'ambition inextinguible. Elle décrocha une bourse d'excellence pour intégrer une prestigieuse grande école et s'installa dans la ville lumière, Paris. Ce fut lors d'un gala de charité très en vue, au cours de sa 3e année d'études, que son chemin croisa pour la première fois celui de Christophe Dubois. À l'époque, Christophe était un entrepreneur émerge, farouchement déterminé à laisser son empreinte sur le marché immobilier impitoyable de la capitale. Nathalie, qui travaillait ce soir-là comme bénévole pour le comité des bourses, n'appartenait pas à cette élite parisienne. Mais Christophe décela en elle une aura singulière. Il se présenta avec une assurance raffinée qui lui semblait innée. Elle le trouva magnétique, son rire, son intelligence acérée, sa façon d'occuper l'espace sans le moindre effort apparent. Ils commencèrent à se fréquenter. Leur première année fut un tourbillon enivrant de dîners aux chandelles, de promenades nocturnes sur les quais de la Seine et de week-ends volés sur les plages de Deauville. Lorsque Christophe signa son premier grand contrat immobilier, un projet de développement colossal à la Défense, Nathalie se tenait à ses côtés, partenaire inébranlable. Elle lui offrait une stabilité douce et silencieuse pour équilibrer son ambition féroce. Pourtant, dès le départ, de subtils signaux d'alarme s'étaient manifestés. Christophe savourait la lumière des projecteurs, assoiffé de validation. Il courtisait de riches investisseurs avec une ferveur implacable, assistant à des soirées mondaines fastueuses qui s'étiraient parfois jusqu'à l'aube. Il prétendait que cela faisait simplement partie des affaires, et Nathalie l'acceptait au pied de la lettre. Elle voulait croire que la soif de succès de son mari n'était qu'un sous-produit inoffensif d'une âme ambitieuse. S'il se montrait parfois évasif ou rentrait en sentant un parfum onéreux qui n'était pas le sien, elle mettait cela sur le compte de la nature précaire du réseautage immobilier. Ils se marièrent lors d'une cérémonie somptueuse à l'hôtel de Crillon. Le mariage fit la couverture des magazines de la haute société, arborant des photographies de Nathalie dans une robe sur mesure en dentelle de Calais et de Christophe souriant avec une fierté triomphante. Leur lune de miel à Bali semblait sceller la promesse d'une vie entière de bonheur. Mais après les noces, les fissures commencèrent à s'élargir. Les horaires de Christophe devinrent de plus en plus erratiques, et les appels téléphoniques passés à voix basse sous couvert de négociations commerciales se multiplièrent. Lors d'événements caritatifs, des inconnus murmuraient des rumeurs sur ses frasques supposées. À chaque fois, Nathalie le confrontait avec des questions douces, pour ne recevoir en retour que des demi-vérités et des caresses condescendantes sur la joue. À présent, assise seule dans leur vaste demeure, enceinte et remplie d'effroi, Nathalie réalisait que toutes ces faibles sonneries d'alarme qu'elle avait ignorées s'apprêtaient à devenir un cœur assourdissant. C'était la nuit où elle allait enfin affronter la vérité, et regarder la trahison de Christophe en face. L'hôtel particulier haussmannien dans le 8e arrondissement, où résidaient Nathalie et Christophe, témoignait de son ascension extraordinaire. Les immenses baies vitrées offraient une vue panoramique sur les lumières de la ville. Depuis l'Arc de Triomphe jusqu'aux eaux scintillantes de la Seine. Pourtant, ce soir-là, cette vue à couper le souffle ne faisait qu'exacerber le sentiment d'isolement de Nathalie. Elle voyait le monde en contrebas poursuivre sa course frénétique, tandis que sa propre vie semblait figée dans une immobilité dévastatrice. Nathalie était assise sur une méridienne en velours, tapotant distraitement son ventre arrondi du bout des doigts. Elle était enceinte de 5 mois, et chaque mouvement de l'enfant en elle lui rappelait que les décisions prises cette nuit résonneraient dans une autre vie. Christophe brillait toujours par son absence, et l'horloge majestueuse du salon s'avançait dangereusement vers le cœur de la nuit.
Tu penses qu'il va bien, lui avait demandé son amie Léa plus tôt au téléphone. Léa, qui connaissait Nathalie depuis le lycée, était la confidente de toutes ses peines. Où est-il juste, tu sais? Encore de sortie? Nathalie avait forcé un petit rire crispé. Il va bien, j'en suis sûr. Probablement perdu dans d'interminables négociations avec un investisseur, du moins c'est ce qu'il prétendra. La vérité était que la question de Léa ravivait les peurs les plus profondes de Nathalie, que Christophe fût avec quelqu'un d'autre, que les rumeurs qu'elle avait si longtemps balayées d'un revers de main fussent tragiquement réelles. À mesure que les heures s'écoulaient, de vieux soupçons qu'elle s'était efforcée d'enfouir remontèrent à la surface. Elle se remémora un incident survenu 2 mois auparavant, lorsqu'il était rentré d'un dîner d'affaires au beau milieu de la nuit, empestant un parfum inconnu. Lorsqu'elle l'avait confronté, il avait balayé ses inquiétudes d'un geste dédaigneux. C'est ainsi que les contrats se signent. Nathalie, ne sois pas paranoïaque. Son téléphone vibra, l'attirant de ses pensées. Elle espéra un instant que ce fût Christophe, mais l'écran afficha un message de son amie Amandine, faisant allusion à des chuchotements insistants dans un établissement de grand luxe, le bar du Ritz Paris. Christophe a été aperçu avec une nouvelle compagne. Pas une investisseuse. Fais attention à toi. Sa main se mit à trembler. Amandine n'était guère friande de commérage, préférant garder ses opinions pour elle-même. Si elle avait pris la peine d'envoyer ce message, c'était parce qu'elle se souciait profondément de la sécurité émotionnelle de Nathalie. Le bébé donna un nouveau coup de pied, et Nathalie ferma les yeux, les larmes affleurant au bord de ses cils. Il faut que cela cesse, songea-t-elle, sa résolution se forgeant dans la douleur. Mon enfant mérite mieux, et moi aussi. Elle se leva lentement, traversant le sol en marbre poli de la résidence pour rejoindre la chambre de maître. Dans le vaste dressing sur mesure, niché derrière ses sacs de créateurs, reposait une enveloppe Kraft qu'elle avait préparée avec son avocate quelques jours plus tôt. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, auxquels il ne manquait que sa signature finale. Elle avait prié pour ne jamais en avoir besoin, mais cette nuit-là, seule et anxieuse, elle accepta la sinistre vérité. Les priorités de son mari résidaient ailleurs, et au petit matin, elle ne serait plus la petite épouse docile l'attendant sagement à la maison. Au cœur de la nuit noire, Christophe Dubois sortit de l'ascenseur privatif pour pénétrer dans le vestibule plongé dans la pénombre de son hôtel particulier. Le lustre en cristal projetait des reflets fantomatiques sur le sol de marbre. Il ressentait une douleur sourde au niveau des tempes, trop de coupes de champagne, sans doute. Il réajusta la veste de son costume sur mesure bleu nuit, tentant de masquer la légère effluve de gardénia qui s'accrochait à lui, un arôme n'appartenant pas à Nathalie. Il retira ses souliers en cuir pour éviter de faire du bruit, mais tomba nez à nez avec elle, debout dans les ombres près du piano à queue du grand salon. Surpris, il se figea, sa façade parfaitement lisse se fissurant un instant. « Nathalie, pourquoi es-tu encore debout » demanda-t-il, s'efforçant de garder une voix posée. Elle ne répondit pas tout de suite. Dans la pénombre, Christophe remarqua l'épuisement gravé sur ses traits, la manière dont elle berçait son ventre d'un geste protecteur. C'était un rappel poignant qu'elle portait son enfant, cet enfant qu'il avait affirmé désirer si ardemment. Alors même qu'il se perdait dans les bras d'une autre femme. « Je ne pouvais pas dormir » dit-elle enfin, le timbre cassé. « Je m'inquiétais pour vous. » Le mot tomba comme un coup près. « Vous » Les mots furent prononcés d'un ton sec, dépourvu de sa chaleur habituelle. L'utilisation de ce vouvoiement soudain, froid et distant, trahissait la rupture abyssale qui venait de s'opérer. Elle portait un long déshabillé et des chaussons, mais sa posture était tendue, comme prête au combat. Christophe afficha son sourire confiant, celui-là même qu'il utilisait lors de ses négociations acharnées. « Je te l'ai dit, mon amour, les affaires se prolongent. Tu n'avais pas besoin de m'attendre. » Nathalie soupira, la frustration et le chagrin tourbillonnant dans ses yeux. Qui était-ce? La question resta suspendue dans les airs, telle une ligne à haute tension. Une lueur d'effroi traversa le visage de Christophe. « Que veux-tu dire ?»« J'étais à une réunion. » Elle secoua la tête, les larmes scintillant dans la pénombre. « Ne me mentez pas. Je peux sentir ce parfum. Je vois ce rouge à lèvres étalé sur votre col. » Elle désigna sa chemise, la voix tremblante d'une fureur contenue. Les rumeurs, les ragots, les absences inexpliquées, tout pointe vers la même conclusion. Christophe ouvrit la bouche pour concocter une énième excuse,
mais un seul regard sur la détermination larmoyante de Nathalie suffit à le faire vaciller. Le souvenir de sa récente incartade au bar du Ritz traversa son esprit, les toasts au champagne, les baisers volés, une promesse murmurée qu'il n'avait aucune intention de tenir. Il sut à cet instant qu'il n'y avait plus moyen de nier la vérité. Son silence en disait long. Nathalie pinça les lèvres, ses épaules se raidissant. « Nous avons terminé, Christophe. » Sa voix tremblait malgré sa conviction. « J'ai atteint mes limites. » Elle se détourna, se dirigeant vers l'îlot central de la cuisine, où un dossier l'attendait. Le cœur de Christophe se serra lorsqu'il reconnut l'entête juridique. Il s'était à moitié attendu à ce jour, mais n'aurait jamais imaginé qu'il arriverait si tôt, ni de façon si brutale. Alors qu'elle lui tendait les papiers du divorce avec des mains tremblantes, Christophe prit conscience que la trahison de cette nuit n'était pas juste une énième erreur éphémère. C'était l'acte qui allait détruire tout ce que Nathalie et lui avaient autrefois chéri. Il fixa l'enveloppe, qui semblait irradier d'une lueur accusatrice sous la lumière crue des spots. À cet instant, la gravité de ses choix l'écrasa comme une avalanche de regrets et de confusion. Nathalie, son calme devenu fragile, posa le dossier sur le marbre glacé. Elle en rabattit la couverture, révélant le jargon juridique implacable, requête en divorce. Il eut du mal à déglutir. « Nathalie, attends. Parlons-en », parvint-il à articuler, la voix rauque. « Nous pouvons arranger ça. Ne fais rien de précipité. » Son expression, figée par le chagrin, n'offrait aucune clémence. « Précipité ? J'ai toléré vos tromperies pendant des mois, peut-être des années. Je vous ai accordé le bénéfice du doute, maintes et maintes fois. » Elle baissa les yeux vers son ventre proéminent, la douleur vacillant dans son regard. « Nous faisons venir un enfant dans ce monde, Christophe. Un bébé qui mérite des parents qui se respectent mutuellement. » Christophe sentit une vague de honte l'envahir. Combien de fois s'était-il tenu derrière un pupitre, vantant sa réussite pour que tous l'admirent? Il venait de milieux modestes, d'une banlieue populaire de la région parisienne, jonglant avec plusieurs petits boulots pendant ses études, tissant des liens puissants jusqu'à atteindre les plus hautes sphères de la société. Mais dans cette course effrénée à l'accumulation de richesses, il avait perdu de vue les valeurs qui, autrefois, le maintenaient enraciné. Il tendit la main vers elle, mais elle recula, une barrière silencieuse s'érigeant entre eux. « Nous pouvons suivre une thérapie, dit-il, la voix brisée. Nous pouvons consulter le docteur Noémie Cartier. Ton amie ne t'en avait-elle pas parlé? Elle a aidé de nombreux couples. » Le rire amer de Nathalie le coupa net. « Il est trop tard. Vous pensez que je ne vous l'ai pas déjà demandé? Ou supplié de me laisser entrer, de m'expliquer ce qui se passait lors de ces réunions d'affaires nocturnes auxquelles vous continuez d'assister? Vous avez balayé la moindre de mes inquiétudes. » La bouche de Christophe s'assécha. Il se souvint des dizaines de nuits où Nathalie l'avait supplié de lever le pied, de rester à la maison au lieu de frayer avec l'élite parisienne. Elle l'avait regardé s'enfoncer toujours plus dans un monde de paillettes, de champagne et de flatteries. Chaque promesse brisée s'était empilée sur la précédente, menant inexorablement vers cet effondrement inévitable. Les yeux de sa femme brillaient de larmes. « Je refuse que notre enfant grandisse en étant témoin de cela. Mensonge, infidélité, doute permanent. » Avec des doigts tremblants, elle feuilleta les pages, s'arrêtant sur les lignes qui répartissaient les biens, déterminaient les droits de garde une fois le bébé né, et stipulaient les motifs légaux de la dissolution de leur mariage. Signez-le. Ne le signez pas. Peu m'importe, mais je demande le divorce. L'esprit de Christophe tourbillonnait. Il imaginait déjà les tabloïds, les répercussions potentielles sur ses affaires, l'humiliant spectacle public d'une séparation scandaleuse. Mais, surplombant tout cela, régnait la prise de conscience écrasante que la femme qu'il avait aimée et épousée était prête à le quitter pour toujours. Et, au fond de lui, il ne pouvait contester qu'il l'avait bien mérité. Nathalie se retrancha de l'autre côté du vaste salon ouvert, cherchant à mettre de la distance entre Christophe et elle. Elle inspira brusquement, tentant de calmer les tremblements de ses membres. Elle s'était imaginé cette confrontation un nombre incalculable de fois, avait répété les mots qu'elle prononcerait, mais aucune préparation mentale ne pouvait adoucir la morsure d'un véritable chagrin d'amour. Christophe, cloué sur place près de l'îlot, se surprit à lutter contre un sentiment soudain d'impuissance. L'homme d'affaires intraitable, réputé pour conclure des accords impitoyables, était à présent défait aux yeux de la seule personne dont l'opinion importait réellement. Il essaya de parler,
mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Soudain, le téléphone vibra sur la table basse. Une série de messages illumina l'écran, provenant très probablement de la personne même qui l'avait accompagné au bar du Ritz. Nathalie le remarqua, et son visage se crispa. Ce bref scintillement de l'écran constituait une preuve suffisante. Elle déglutit, se forçant à ne pas fondre en larmes. « Vous rendez-vous compte, dit-elle, la voix chargée de colère, que c'est le pire moment imaginable pour me faire subir cela. Je porte votre enfant, Christophe. » Ses yeux imploraient une explication. N'importe quelle explication qui rendrait cette trahison moins douloureuse. Ses épaules s'affaissèrent. « Je sais, » murmura-t-il en avançant d'un pas prudent. « Je sais. J'ai été stupide, Nathalie. J'ai laissé les choses m'échapper. Les affaires, le succès, l'attention. Cela m'a consumé, et j'ai perdu de vue l'essentiel. Toi, nous, notre bébé. » Elle laissa échapper un petit rire sarcastique, croisant les bras de façon protectrice sur sa poitrine. « Et c'est maintenant que vous le réalisez. » La question resta en suspens. Les lumières de la ville scintillaient d'un air moqueur derrière eux, comme si Paris tout entier témoignait de ce délitement. Toutes ces nuits où je suis resté éveillé à attendre. Toutes ces fois où je vous ai demandé d'être simplement honnête avec moi. Et vous croyez qu'une simple confession, maintenant, arrangera les choses? Christophe fit un pas de plus, l'ombre d'une larme perlant à son œil. « J'ai détruit notre mariage, déclara-t-il, la voix tendue. Je le vois et je me hais pour cela. S'il y a la moindre chance, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, dis-le-moi, je t'en prie. » Nathalie sentit sa poitrine se serrer, les larmes brûlant derrière ses paupières. Une part d'elle-même, l'ancienne part pleine d'espoir, voulait se réfugier dans ses bras et prétendre que tout pouvait être effacé. Mais elle avait appris trop de douloureuses leçons pour s'abandonner à ce fantasme. Enfin, elle arbora une façade d'un calme absolu. « Je n'ai plus aucune illusion, Christophe. Nous avons terminé. » Il se dégonfla visiblement, tel un ballon perdant son air. Le poids de la finalité s'abattit sur eux deux. Pendant un long instant, aucun ne prit la parole, comme si l'opulence de l'hôtel particulier, les toiles de maître, le mobilier de créateur, la ligne d'horizon parisienne, s'étaient mués en un cœur silencieux de condamnation. Sans un mot, Nathalie tendit le bras et referma le dossier de divorce. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant chaque once de sa résolution. Dès le lendemain, elle remettrait ses documents à son avocate, les finaliserait, et s'avancerait vers un avenir inconnu à un avenir sans Christophe à ses côtés. Et, malgré tout son repentir, Christophe comprit qu'il n'y avait peut-être plus aucun point de retour face à ce précipice dont il s'était approché avec tant d'insouciance. Le sommeil se révéla insaisissable pour Nathalie. Aux premières lueurs de l'aube, elle avait abandonné tout espoir de repos et se tenait près des immenses baies vitrées, regardant le jour se lever sur Paris. Le soleil naissant peignait le ciel de teintes sourdes de rose et d'oranger, un rappel subtil que la vie continuait, indifférente à sa crise personnelle. Elle berça son ventre, murmurant des paroles rassurantes au bébé. Bien que son cœur lui semblât se briser en 1000 morceaux, elle jura que son enfant n'hériterait pas de sa tristesse. Christophe s'était finalement retiré dans la chambre d'amis, bien qu'elle soupçonnât qu'il n'avait pas fermé l'œil non plus. Elle pouvait encore sentir sa présence, une force gravitationnelle indésirable ébranlant son équilibre. Elle traversa le salon sur la pointe des pieds, balayant du regard le couloir de marbre avec appréhension. Le poids de l'enveloppe Kraft semblait s'alourdir à chaque pas. En milieu de matinée, elle commanda une voiture de fonction pour se rendre à Saint-Germain-des-Prés, où son amie de longue date et confidente, Léa, habitait un appartement de caractère, modeste mais infiniment chaleureux. Léa ouvrit la porte dans un élan d'inquiétude, jetant ses bras autour de Nathalie dès l'instant où elle aperçut son visage strié de larmes. « Oh, ma douce !» murmura Léa, la guidant vers le salon douillet. L'espace était à des années-lumière de l'hôtel particulier de Nathalie, plus intime, encombré de touches personnelles, de cartes postales de voyage et de piles de livres. Pourtant, la chaleur qui y régnait offrait un contraste saisissant avec la grandeur stérile qu'elle venait de fuir. Nathalie s'installa sur un canapé moelleux, exhalant un souffle tremblant. « Je ne pouvais pas rester là-bas, » admit-elle, les larmes menaçant de couler à nouveau. « J'ai demandé le divorce. Ou du moins, je vais le faire. Les papiers sont prêts. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Enfin, dit-elle doucement, serrant la main de Nathalie. Je sais que ça fait mal,
mais tu souffres depuis trop longtemps. Tu mérites mieux, et ton bébé aussi. Une larme solitaire roula sur la joue de Nathalie. Je voulais croire qu'il pouvait changer, que nous pouvions être heureux. C'est juste que... À chaque fois que je lui ai donné une chance, il a fait demi-tour et a trahi cette confiance. Léa acquiesça d'un air entendu. Elle avait été le témoin silencieux de la litanie des nuits tardives et des demi-vérités de Christophe. Et maintenant? Nathalie soupira, pressant une main protectrice contre son abdomen. Je dois protéger mon enfant, avant tout. Je vais rester avec toi quelques jours, si tu le permets, jusqu'à ce que je décide de mes prochaines étapes. Bien sûr, répondit Léa sans la moindre hésitation. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Elle fit une pause, puis ajouta, as-tu envisagé de parler à ton avocate de la garde et de la pension alimentaire? Christophe pourrait essayer de manipuler la situation. Nathalie fit la grimace, se rappelant à quel point la fortune de Christophe lui donnait souvent l'avantage dans les batailles juridiques. Je le ferai, promit-elle. Je ne le laisserai pas se soustraire à ses responsabilités. Mais je ne veux pas non plus que mon bébé grandisse dans un foyer brisé. Je suis tellement déchiré. En s'enfonçant plus profondément dans les coussins réconfortants du canapé, Nathalie ressentit un élan de gratitude pour le soutien indéfectible de Léa. Elle avait fait le premier pas vers la liberté, même si cela impliquait de traverser une tempête d'incertitude. Moins de 24 heures plus tard, Nathalie se tenait dans les bureaux du cabinet d'Elma et Girard, situé dans le 8e arrondissement, l'un des cabinets d'avocats les plus réputés de la ville. Les sols en marbre poli et le décor moderne et épuré lui rappelèrent la demeure de Christophe. Tout était conçu pour exhaler la puissance et la précision. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle s'approchait de la banque d'accueil, l'enveloppe Kraft serrée contre sa poitrine. Une assistante à l'allure soignée la guida vers un vaste bureau d'angle aux parois de verre, surplombant l'effervescence des rues parisiennes. Elle y rencontra son avocate, maître Isabelle Girard, une femme élégante au début de la quarantaine, reconnue pour son approche incisive du droit de la famille. Maître Girard offrit un sourire professionnel, invitant Nathalie à s'asseoir dans un fauteuil en cuir. Nathalie, commença l'avocate, la voix chaleureuse mais pragmatique, je suis désolé que vous ayez à traverser cette épreuve. J'ai examiné les documents préliminaires que vous m'avez fait parvenir. Étant donné le patrimoine de votre mari, nous pouvons réclamer une prestation compensatoire substantielle et une pension alimentaire conséquente. Nathalie hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. Je comprends. Je ne cherche pas à le détruire, mais il a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, surtout financièrement. Je dois m'assurer que mon bébé ne manquera de rien, quoi qu'il arrive. Maître Girard se pencha en avant, les mains soigneusement croisées sur son bureau. Je suis absolument d'accord. Les prochaines étapes incluent le dépôt officiel de la requête en divorce auprès du tribunal. Nous détaillerons l'infidélité de Christophe comme motif de la faute, accompagné de toutes les preuves étayant le dossier. Avez-vous des documents? Des témoignages ou même des SMS? Cela consolidera votre cause s'il conteste quoi que ce soit. Les pensées de Nathalie volèrent vers les SMS nocturnes et les messages de ses amis, comme Amandine, qui faisait état des frasques de Christophe. Elle détestait l'idée de laver son linge sale devant la justice, mais sa fierté devait s'effacer au profit de considérations purement pratiques. J'ai des traces écrites, admit-elle doucement, bien que j'espérais ne jamais avoir à m'en servir. L'avocate acquiesça avec compassion. Il me faudra avoir accès à tout, relevé bancaire, acte de propriété, documents médicaux de l'enfant, tout ce qui pourra clarifier la situation financière et parentale. Prévoyez-vous de rester chez votre amie Léa pendant la durée de la procédure? Nathalie essuya furtivement une larme. Oui, du moins pour le moment. Je ne peux pas retourner à la maison. Je ne peux tout simplement pas lui faire face. L'expression de maître Girard s'adoucit. Je comprends, mais gardez à l'esprit que si Christophe l'exige, il a le droit de demeurer dans le domicile conjugal à moins qu'un juge n'en ordonne autrement. La distance émotionnelle n'est pas toujours reconnue par la loi. Sa poitrine se serra. L'énormité de la procédure judiciaire s'avérait bien plus intimidante qu'elle ne l'avait anticipé. Alors, que me recommandez-vous de faire dans l'immédiat? Déposer une demande de mesure provisoire pour la pension et demander l'attribution de la jouissance exclusive de l'hôtel particulier. Si vous le souhaitez. Nous pouvons plaider que vous êtes enceinte et qu'il est crucial pour votre bien-être de bénéficier de stabilité.
le juge aux affaires familiales prend très souvent ces facteurs en compte. Nathalie expira, ses jointures blanchissant autour de son enveloppe. Très bien, dit-elle enfin. Faisons-le. Alors qu'elle signait la convention d'honoraires et remettait les papiers officiels du divorce, elle ressentit une vague mêlée de soulagement et d'appréhension. Elle s'avançait sur un champ de bataille, armée d'une conseillère juridique et de sa propre détermination inébranlable. Le prochain défi serait Christophe lui-même, et la façon dont il réagirait lorsqu'il comprendrait qu'elle avait l'intention de le tenir pour responsable de ses actes. Pendant ce temps, de retour dans le luxueux hôtel particulier, Christophe était pris dans une spirale de regrets. Il faisait les 100 pas sur les parquets anciens, s'arrêtant de temps à autre pour fusiller du regard le téléphone qui avait trahi ses liaisons clandestines. Chaque son, dans le vaste appartement silencieux, semblait amplifier le bourdonnement de la climatisation, le grondement occasionnel de la circulation parisienne en contrebas. En milieu de journée, il décida de consulter son propre avocat, maître Alexandre Delmas, fondateur du cabinet que Nathalie venait de visiter. Cependant, Christophe avait établi une relation professionnelle de longue date avec Alexandre dans un tout autre domaine, le droit des affaires et de l'immobilier. Fixant le panorama de la ville derrière les immenses baies vitrées, Christophe passa l'appel. Christophe, salua Alexandre, une note d'inquiétude perçant dans la voix. J'ai entendu dire que tu traversais des problèmes personnels. Comment puis-je t'aider? Christophe hésita, ravalant la boule dans sa gorge. J'ai besoin de la meilleure défense possible pour un divorce, avoua-t-il, la voix crispée. Nathalie est enceinte et elle me quitte. J'ai tout gâché, Alexandre. Mais je ne peux pas tout perdre. Alexandre resta silencieux un instant, assimilant sans doute la gravité de la situation. A-t-il une chance que tu puisses sauver les meubles sans aller au tribunal? Une médiation, peut-être? Christophe ferma les yeux, revoyant le visage larmoyant de Nathalie et la trahison qu'il avait gravée dans leur mariage. J'aimerais bien, mais elle m'a remis les papiers du divorce. Et elle est représentée par ton associé, maître Girard. Je suis sûr qu'elle est réputée pour ne rien lâcher lorsqu'il s'agit de prestations compensatoires ou de garde d'enfants. Alexandre expira. Alors nous nous préparerons au pire, tout en espérant le meilleur. D'abord, nous avons besoin d'une vision exhaustive de tes actifs, propriétés, comptes bancaires, stock options. Absolument tout. Nous ne pouvons pas les laisser te dépeindre comme un risque de fuite des capitaux ou quelqu'un cherchant à dissimuler son patrimoine. Cela ne ferait que rendre le juge moins clément. Christophe passa une main nerveuse dans ses cheveux, se souvenant du nombre de fois où il s'était vanté d'avoir des affaires parfaitement en ordre. À présent, il avait l'impression que son monde partait en lambeaux. Je t'envoie mes états financiers. Alexandre marqua une pause. Christophe, sois prêt à te battre. S'il existe des preuves documentées d'infidélité, cela pourrait influencer la perspective du juge sur la prestation et la garde. Si tu peux démontrer que tu es repentant et désireux d'être un père responsable, cela pourrait jouer en ta faveur. Une douleur aiguë foudroya le cœur de Christophe au mot père. Il n'avait même pas été présent lors de la dernière échographie. Au lieu de cela, il s'enivrait au bar du Ritz avec une femme dont il se souciait à peine de retenir le prénom. « Je ferai tout ce qu'il faut », murmura-t-il, serrant les mâchoires. « Je ne la laisserai pas m'échapper sans lui montrer que je peux changer. » Lorsque l'appel prit fin, il remarqua que le silence de l'appartement s'était encore épaissi, comme si les murs eux-mêmes désapprouvaient sa conduite. Rongé par la culpabilité, il saisit son téléphone et fixa la photo de contact de Nathalie, un cliché où elle souriait d'un air radieux lors de vacances à la plage. De ses doigts tremblants, il rédigea un message. « Je suis désolé. Je suis là. Laisse-moi s'il te plaît faire partie de la vie du bébé. » Il appuya sur envoyer, pleinement conscient qu'une simple excuse ne suffirait probablement pas à réparer les ruines qu'il avait engendrées. Le téléphone de Nathalie vibra à la réception du message de Christophe, alors qu'elle était assise à la table de la cuisine de Léa, sirotant un thé tiède. Elle lut le texte, imprégnée de remords et de supplications pour faire partie de la vie de l'enfant, et sentit son cœur se comprimer. Un tourbillon de colère, de tristesse et une étrange lueur de pitié s'agitèrent en elle. Elle posa délicatement le téléphone face contre la table, décidant de ne pas y répondre. Léa l'observait depuis la cuisinière, où elle réchauffait des flocons d'avoine pour le petit déjeuner.
Il ne baisse pas les bras, n'est-ce pas, demanda-t-elle doucement. Nathalie secoua la tête. Il dit qu'il est désolé, qu'il veut s'impliquer, mais je ne sais pas si je peux encore faire confiance à cela. Je suis si fatiguée, Léa. Son amie quitta les fourneaux et l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse. C'est normal de ressentir ça. Tu as porté ce fardeau toute seule pendant trop longtemps. Nathalie apprécia le soutien. Elle caressa son ventre, s'émerveillant de la manière dont la grossesse pouvait éveiller un instinct de protection aussi féroce. Chaque frémissement de l'intérieur lui rappelait qu'elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour une vie innocente qui dépendait de son seul jugement. Elle poussa un soupir. Isabelle dit que la prochaine étape consiste à finaliser la procédure, et à faire signifier officiellement les papiers à Christophe par huissier. Elle m'a également conseillé d'envisager une ordonnance de protection s'il devient excessivement agressif ou tente de me forcer à revenir. Léa fronça les sourcils. Tu penses qu'il ferait ça? Nathalie hésita, se remémorant les accès de colère occasionnels de Christophe lors de négociations d'affaires sous haute tension. Bien qu'il ne lui eût jamais fait de mal physiquement, elle n'était pas naïve quant à la façon dont le désespoir pouvait métamorphoser un homme. J'espère que non, admit-elle, mais j'ai vu à quel point il pouvait être impitoyable en affaires. Ceci pourrait ne pas être si différent. Elles partagèrent un instant de silence, chacune perdue dans ses propres pensées. À l'extérieur, les bruits de la ville s'infiltraient par la fenêtre entr'ouverte, le grondement de la circulation, un klaxon lointain, une bribe de conversation. La vie poursuivait son rythme effréné, inconsciente du tumulte intime de Nathalie. « L'as-tu déjà dit à ta mère ?» demanda gentiment Léa. Nathalie secoua la tête, la culpabilité s'insinuant en elle. Sa mère, Jacqueline Moreau, vivait dans cette même petite ville de Normandie où Nathalie avait grandi. La femme chérissait Christophe comme un fils, se vantant de sa réussite auprès de tous les voisins. « Je ne peux pas supporter de lui briser le cœur, murmura-t-elle. Elle pensait que j'avais trouvé mon prince. Léa offrit un sourire mélancolique. Mieux vaut le lui annoncer plutôt que de le cacher. Tu aurais bien besoin de son réconfort en ce moment. Nathalie acquiesça, se préparant mentalement. Elle aurait besoin de l'amour inébranlable de sa mère et de ses conseils, d'autant plus qu'elle s'apprêtait à naviguer dans la bataille juridique imminente. Pour l'instant, elle décida de se concentrer sur son propre équilibre mental. Elle but la dernière gorgée de son thé, répétant intérieurement la manière de rester calme lorsque frapperait la véritable tempête des procès, des évaluations immobilières et des requêtes pour la garde de l'enfant. Par-dessus tout, elle se fit la promesse de ne jamais transiger sur la sécurité et l'avenir de son enfant, quel que soit le degré de repentir dont ferait preuve Christophe. 2 jours plus tard, la météo capricieuse de la capitale livra une pluie battante qui transforma les trottoirs de Paris en miroirs d'eau. Nathalie, déterminée à honorer son rendez-vous de suivi prénatal à l'hôpital américain de Paris à Neuilly, s'aventura sous un parapluie noir. Elle ressentit une pointe d'anxiété. Sa routine habituelle impliquait que Christophe l'accompagnât à ses rendez-vous, du moins dans les premiers stades de sa grossesse. Mais il n'était plus là désormais. Par son propre choix, et elle tenta de calmer ses nerfs en descendant du bus près de l'entrée de l'établissement. À l'intérieur, les lumières fluorescentes et le murmure des patients à l'accueil offraient un semblant de normalité. Elle donna son nom à la réceptionniste et s'assit, ignorant les regards curieux d'inconnus qui auraient pu la reconnaître dans les pages mondaines. L'union des Dubois avait été aussi publique qu'elle était glamour, et les moulins à rumeurs tournaient sans relâche au sujet de leur déboire. Quelques minutes s'écoulèrent avant qu'une infirmière ne lui fasse signe. « Madame Dubois » appela-t-elle. Nathalie se leva, soudain consciente de sa nouvelle réalité. Elle ne porterait peut-être plus ce nom de famille très longtemps. Elle s'installa dans la salle d'examen, attendant l'arrivée du docteur Noémie Cartier. Le docteur Cartier était une obstétricienne chaleureuse et expérimentée, qui avait accompagné d'innombrables couples tout au long de leur grossesse. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit, et l'estomac de Nathalie se retourna lorsqu'elle vit Christophe entrer juste derrière le médecin. Le docteur offrit un sourire poli. « Je vous prie de m'excuser pour la surprise. Monsieur Dubois a insisté pour assister au rendez-vous d'aujourd'hui. Il a dit que vous aviez peut-être oublié de le prévenir du contraire. »
L'esprit de Nathalie s'emballa. Elle ravala son choc et se rappela de rester sereine. Christophe se tenait dans l'encadrement de la porte, trempé par la pluie, le regard suppliant. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien pour le bébé, » dit-il doucement. « S'il te plaît, laisse-moi rester. Je ne ferai pas de scandale. Je le jure. » Un torrent d'émotions la frappa de plein fouet. Une part d'elle-même était furieuse de son audace se présenter à l'improviste après qu'elle eut pris des mesures pour le quitter. Une autre part, celle qui se souvenait avec quelle impatience il avait attendu la première échographie, s'adoucit. Elle croisa le regard du docteur Cartier, incertaine. « C'est entièrement à vous de décider, » précisa doucement le médecin. « Je peux lui demander de sortir si cela vous met mal à l'aise. » Le cœur de Nathalie battait violemment. Mais elle se força à hocher la tête. « Il peut rester, » murmura-t-il, la voix altérée. Christophe prit place près de la table d'examen, croisant maladroitement les mains sur ses genoux. Le docteur Cartier procéda aux vérifications de routine, mesurant le ventre de Nathalie, contrôlant sa tension artérielle, l'interrogeant sur d'éventuelles douleurs ou symptômes. Tout au long de l'examen, Christophe demeura inhabituellement silencieux, son regard fixé sur le visage de Nathalie ou sur le moniteur du rythme cardiaque fœtal. Lorsque le battement régulier du cœur du bébé emplit la pièce, Nathalie ne put s'empêcher de sentir une vague de larmes la menacer. Les yeux de Christophe s'embuèrent également, un aperçu de la joie paternelle qu'il aurait pu éprouver, sans le gouffre béant qui les séparait désormais. Pourtant, à la seconde où l'examen s'acheva, la détermination de Nathalie revint en force. Elle resserra son manteau autour d'elle, se préparant à partir le plus vite possible. Christophe avait fait irruption dans son refuge. Mais peu importait la sincérité de ses remords, elle ne le laisserait pas dicter ses choix une fois de plus. Dès que le docteur Cartier quitta la pièce, Nathalie descendit de la table d'examen, résolue à sortir avant que Christophe ne puisse la coincer. Mais il bougea rapidement, se plaçant devant la porte, sans pour autant se montrer agressif, juste assez pour indiquer qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. « Merci de m'avoir laissé rester », dit-il d'un ton feutré, conscient de l'agitation dans le couloir de l'hôpital. « Je sais que tu n'y étais pas obligé. » Nathalie évita son regard, se concentrant plutôt sur la fermeture éclair de son manteau. Elle sentait la tension dans l'air, et le nœud dans sa poitrine se resserrer. « N'y lisez rien de plus, » répliqua-t-elle. « Je n'ai simplement pas envie de faire un scandale. » Il hocha la tête, le chagrin traversant ses traits. « Je comprends. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose, Nathalie. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Je ne me bats pas contre toi par esprit de vengeance. Je me bats pour notre mariage, car je ne peux imaginer ma vie sans toi et sans notre bébé. » La colère de Nathalie s'enflamma, éclipsant la douleur. « Vous ne pouviez pas imaginer la vie sans nous, » répéta-t-elle, la voix tremblante. « Alors pourquoi avoir tout risqué pour une seule nuit avec une maîtresse? Ou peu importe combien de nuits il y a eu. » Il fit la grimace, repensant à cette passade impulsive qui s'était muée en une tragique étape de trahison. « J'ai été faible. J'ai été séduit par le frisson, pour flatter mon ego. Et je sais à quel point cela paraît pathétique, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Elle posa une main protectrice sur son estomac, puisant sa force dans l'enfant qui grandissait en elle. « Vous avez une bien étrange façon de montrer votre amour, Christophe. » Elle chassa les larmes prêtes à tomber. « Arrêtons de prétendre que vous pouvez réparer ça avec des excuses et une simple démonstration de sollicitude lors d'un rendez-vous médical. J'ai déjà entamé la procédure de divorce. Vous recevrez très bientôt les papiers. » Le visage de Christophe s'affaissa. Il passa la main dans ses cheveux humides, sa respiration haletante. « Et si? Écoute-moi, s'il te plaît. Et si nous tentions une thérapie? Je ferai n'importe quoi. Je réduirai mes heures. Je couperai les ponts avec tout cet entourage toxique. Tout. Je le jure. » Son esprit fut soudain assailli par les souvenirs de toutes ces nuits passées seules dans leur lit. À l'attendre, les appels tombant sur sa messagerie vocale. Les excuses murmurées au petit matin. Elle s'imagina la façon dont elle s'était consolée avec des illusions, espérant qu'il changerait une fois le bébé né.
Je vous ai demandé une thérapie il y a des mois, déclara-t-elle, la voix nouée. Vous m'avez ri au nez. Vous avez dit que nous n'avions pas besoin qu'un étranger nous dicte comment mener notre mariage. Les yeux de Christophe brillaient de regret. J'étais un idiot. Nathalie expira. Vous l'êtes toujours si vous croyez que je peux oublier ce que vous avez fait. Sur ces mots, elle passa devant lui et sortit dans le couloir. L'environnement hospitalier, les moniteurs bipants, les infirmières affairées, les familles anxieuses semblaient d'une normalité presque choquante en comparaison avec la tempête émotionnelle qu'elle endurait. Christophe appela doucement son nom, mais elle ne se retourna pas. Il n'y avait plus de place pour lui dans ses décisions, peu importait le désespoir avec lequel il suppliait du contraire. De retour à l'appartement de Léa, Nathalie s'enferma dans la chambre d'amis, feuilletant le dossier de documents que maître Girard lui avait fait parvenir. Chaque page soulignait la réalité dans laquelle elle s'engageait, une requête formelle en divorce, une attestation détaillant l'infidélité de Christophe, et des déclarations de patrimoine cartographiant l'étendue de sa fortune. Un tourbillon d'émotions contradictoires, tristesse, résolution, anxiété la saisit. Léa frappa doucement, puis ouvrit la porte. « Ça va ?» demanda-t-elle, la voix débordant d'inquiétude. Nathalie mit les papiers de côté. « Non, reconnut-elle, mais je fais ce qui doit être fait. » Léa s'assit à ses côtés sur le lit, lui tapotant l'épaule pour la réconforter. « Je t'ai entendu dire au docteur Cartier que Christophe s'était pointé au rendez-vous. Ça a dû être tellement stressant. » Nathalie acquiesça. « Il me supplie de lui accorder une autre chance. Une thérapie, moins de travail, fini les sorties nocturnes. Tu sais, toutes ces choses que je lui réclamais depuis des mois. » Léa soupira. « Parfois, les gens ne réalisent la valeur de ce qu'ils ont que lorsqu'ils le perdent. » « C'est ça le côté tragique, répondit doucement Nathalie. Il s'en rend compte maintenant, mais le mal est déjà fait. Je suis épuisée, Léa. Je n'ai plus envie de jouer au chat et à la souris, à courir après son cœur, à essayer de le garder fidèle. » Son amie lui offrit une étreinte compatissante. « Tu ne seras pas seule là-dedans. Nous allons trouver un plan pour toi et pour le bébé. Je te le promets. » Au moment où elles se séparèrent, le téléphone de Nathalie se mit à sonner. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro de sa ville natale en Normandie, sa mère. Elle prit une brusque inspiration, se rappelant à quel point elle avait redouté cette conversation. Jetant un regard de soutien silencieux à Léa, elle décrocha. « Allô, maman, comment ça t'est-elle ?» la voix vacillante. Il n'y avait aucun moyen d'édulcorer la nouvelle. « J'ai quelque chose à t'annoncer concernant Christophe et moi. » Le salut chaleureux de sa mère se mua en un déchirement profond lorsque Nathalie lui expliqua la situation d'une voix tremblante. Le choc de Jacqueline Moreau était palpable, même à travers la ligne téléphonique. Elle posa d'innombrables questions. Depuis combien de temps cela durait-il? Pourquoi Nathalie n'avait-elle rien dit plus tôt? Y avait-il un quelconque espoir de réconciliation? Chaque interrogation frappait Nathalie comme un nouveau coup de poignard dans sa conscience. À la fin de l'appel, sa mère pleurait à chaudes larmes, promettant de l'aider par tous les moyens possibles. « Reviens à la maison, ma chérie, supplia-t-elle. Nous allons surmonter ça ensemble. » Nathalie promit d'y réfléchir, bien qu'elle fût réticente à l'idée de quitter la ville où elle avait construit sa vie adulte. Après avoir raccroché, elle se laissa glisser contre le mur, les larmes coulant sur ses joues. Elle ressentait le poids de la déception de sa mère, l'avalanche des décisions juridiques et l'angoisse face à l'avenir incertain de l'enfant qu'elle portait. Léa posa silencieusement une main sur l'épaule de Nathalie. « Les tempêtes ne durent jamais éternellement, dit-elle doucement. Tu fais ce qu'il faut, même si cela fait mal. » Au dehors, le tonnerre gronda au loin, faisant écho à l'orage qui ravageait son cœur. Malgré le déluge de chagrin, Nathalie se rappela une vérité fondamentale, elle était libre désormais, libre de façonner son existence sans tromperie ni peur. 2 semaines plus tard, le rythme impitoyable de Paris continuait sa course, comme si de rien n'était. Mais pour Nathalie, tout avait changé. Elle demeurait dans l'appartement de Léa,
s'efforçant de forger un semblant de nouvelle routine, des promenades matinales dans le quartier de Saint-Germain pour soulager les maux liés à la grossesse, des après-midi passés à éplucher les dossiers juridiques avec Maître Girard. Et des soirées levées sur le canapé, l'esprit oscillant entre l'inquiétude et l'anticipation de ce qui l'attendait. Isabelle avait planifié une séance de médiation, une étape obligatoire avant que le divorce ne puisse être prononcé. C'était l'occasion pour les deux parties, accompagnées de leurs avocats respectifs, de se rencontrer dans un cadre structuré pour tenter de régler les litiges à l'amiable, en dehors du prétoire. Les émotions de Nathalie étaient partagées. Elle redoutait d'avoir à affronter Christophe à nouveau, mais espérait que cela accélérerait sa libération de ce mariage. Le matin de la médiation, elle se tint devant le miroir de la chambre de Léa, lissant une robe de maternité bleu marine toute simple, lui procurant à la fois confort et une force tranquille. Elle inspira, posant une main sur son estomac. Le bébé lui donna un petit coup de pied rassurant. « Nous allons traverser ça », murmura-t-elle. Au bureau de la médiatrice, une suite minimaliste et élégante dans une tour de la Défense, Nathalie arriva en compagnie d'Isabelle. Elles furent introduites dans une salle de conférence ornée d'une grande table en verre et de fauteuils de cuir. Une fenêtre dominait la frénésie urbaine, comme pour leur rappeler, encore une fois, que la vie suivait son cours indépendamment des malheurs personnels. Christophe était déjà assis à l'autre bout de la table, flanqué de maître Alexandre Delmas. Il se leva en voyant Nathalie, les yeux reflétant un mélange d'espoir et de remords. Elle évita son regard, se concentrant plutôt sur le fait de poser délicatement son sac à main sur sa chaise. La médiatrice, une professionnelle chevronnée nommée Daphné Morel, ouvrit la séance en posant les règles de base, respect, honnêteté et véritable volonté de négocier. Son ton calme et posé apaisa brièvement la tension dans la pièce. Isabelle prit la parole en premier, exposant les motifs du divorce demandé par Nathalie, adultère, négligence affective et le besoin impérieux de sécurité financière pour la mère et l'enfant. Elle réclama une prestation compensatoire élevée, une solide pension alimentaire, ainsi que la jouissance exclusive de l'hôtel particulier jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. Le front de Christophe se plissa, mais il demeura silencieux, semblant lutter de toutes ses forces pour réfréner son envie de contester. Lorsque ce fut au tour d'Alexandre de prendre la parole, il reconnut l'infidélité de Christophe, mais prétendit qu'il s'agissait d'un égarement momentané, exhortant Nathalie à accorder une chance à la réconciliation. Il proposa une période de prestation compensatoire plus courte, un montant de pension alimentaire plus modeste, et une garde alternée dès la naissance de l'enfant. L'expression garde alternée fit bondir le cœur de Nathalie. Elle visualisa le berceau de son bébé ballotté d'un foyer à l'autre, un nourrisson bien trop jeune pour comprendre les déchirements de ses parents. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur accablante tandis qu'ils échangeaient offre et contre-offre. Parfois, Christophe tentait de s'adresser directement à Nathalie, mais Isabelle le redirigeait fermement vers le cadre strict de la procédure. La tension était suffocante, brisée seulement de loin en loin par la voix sereine de la médiatrice, les poussant à trouver un compromis. En fin d'après-midi, un accord de principe émergea. Christophe était prêt à accorder une pension mensuelle conséquente et à laisser Nathalie résider dans l'hôtel particulier pendant 1 an, après quoi il le vendrait et se partagerait les bénéfices. En échange, il exigeait des droits de visite élargis pour l'enfant, ainsi que l'autorité parentale conjointe pour les décisions importantes. Nathalie sentit ses entrailles se tordre à l'idée de devoir partager de telles décisions avec lui. Cependant, elle devait également admettre que le bébé méritait un père. Ils quittèrent la séance exténués. Aucune résolution finale n'était encore actée, mais les contours d'un règlement prenaient forme. En entrant dans l'ascenseur avec son avocate, Nathalie laissa échapper un soupir chancelant. Elle avait l'impression de venir de courir un marathon, tant physiquement qu'émotionnellement. Ce n'est que le début, l'a mis en garde Isabelle. Mais c'est bon signe qu'il soit disposé à négocier. Nathalie acquiesça, posant une main sur son ventre. Pour la première fois, elle entrevoyait l'issue de cette impasse émotionnelle. Reste à savoir si Christophe honorerait ses engagements ou s'il s'ingénierait à les saboter, mais elle fit le serment de ne plus jamais sacrifier sa dignité ou le bien-être de son enfant face à la trahison. Durant le mois qui suivit, les négociations se poursuivirent au rythme d'une avalanche de mais,
d'appels téléphoniques et de réunions occasionnelles en présence de la médiatrice. Chaque nouvelle mouture de la convention de divorce se rapprochait d'une résolution tolérable pour les deux parties, bien qu'aucune ne fût entièrement satisfaite. Christophe s'accrochait à l'espoir que, par le biais de ces interactions, il parviendrait à persuader Nathalie de reconsidérer la fin de leur mariage. Mais chaque fois qu'il tentait d'y glisser un plaidoyer personnel, elle lui rappelait calmement et fermement qu'il s'agissait d'une procédure judiciaire, non d'une thérapie de couple. Par un matin glacial, Nathalie reçut un appel d'Isabelle. « Nous avons une date pour l'audience finale », annonça son avocate. « Dans une semaine, nous pourrons nous présenter devant le juge aux affaires familiales et faire homologuer cette convention. » La poitrine de Nathalie se serra à cette annonce. Une part d'elle ressentit un profond soulagement à l'idée d'être bientôt libérée de ces limbes dans lesquelles agonisait son mariage. Pourtant, une pointe de tristesse éclosait aussi. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé sa vie de famille. Pas une seule fois elle ne s'était vue enceinte et seule, en train de marchander les conditions de garde de son enfant. Malgré tout, une certitude apaisante soutenait son chagrin, elle devait préserver son bébé d'un environnement toxique. Le matin de l'audience finale se leva froid et pluvieux. Nathalie s'habilla avec soin, optant pour une stricte robe de maternité noire, résolue à paraître digne et inébranlable devant le tribunal. Léa l'accompagna pour la soutenir émotionnellement. Elles retrouvèrent maître Girard sur les marches du palais de justice, sur l'île de la Cité, dont les colonnes majestueuses se dressaient sous un ciel lourd et gris. À l'intérieur de la salle d'audience, la tension était à couper le couteau. Christophe et Alexandre étaient assis à la table opposée, l'air sombre. Quelques badauds, curieux, ainsi que quelques journalistes qui les avaient reconnus, occupaient les bancs du fond. Nathalie prit place, ignorant les papillons dans son estomac qui pouvaient tout aussi bien être dus au stress qu'au coup de pied du bébé. Lorsque le juge fit son entrée, tout le monde se leva. L'audience débuta par les formalités d'usage, déclaration des avocats, vérification des identités, présentation détaillée de la convention de divorce. Nathalie s'efforça de ne pas regarder Christophe, se focalisant sur la voix mesurée du magistrat. Les conditions furent énumérées, prestations compensatoires, pension alimentaire, droit de garde, liquidation du régime matrimonial. Un silence de mort tomba lorsque le juge demanda si les deux parties consentaient à ces dispositions. Christophe s'éclaircit la gorge, jetant un dernier regard à Nathalie. L'espace d'une seconde, elle craignit qu'il ne décide de se battre à nouveau, mais lorsqu'il prit la parole, sa voix était douce. « J'accepte, monsieur le juge. » Le magistrat se tourna vers Nathalie. « Madame Dubois, consentez-vous à ces termes ?» Elle expira, un maelstrom de soulagement et de cœur brisé tourbillonnant dans sa poitrine. « Oui, monsieur le juge, » dit-elle d'une voix ferme. « J'accepte. » Sur ces mots, le marteau s'abattit, et la dissolution légale de leur mariage fut prononcée. Le flash d'un téléphone de journaliste crépita dans la salle, immortalisant la fin définitive d'une union autrefois jalousée de tous. Le juge clôtura les débats et quitta son siège, laissant Nathalie et Christophe se frayer un chemin dans le couloir bondé de badauds. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité, Nathalie croisa le regard de Christophe. Elle y reconnut la douleur, un miroir parfait de la sienne. Mais c'était la voie qu'ils avaient choisie, lui par la trahison, elle par l'instinct de préservation si durement acquis. Une larme solitaire coula sur sa joue, qu'elle essuya prestement. Puis, elle tourna les talons et marcha vers la sortie. Chaque pas était une reconquête de son avenir. Une semaine après l'audience, le divorce de Nathalie Dubois fut officiellement inscrit à l'état civil. Elle se réveilla par une matinée radieuse dans l'appartement de Léa avec un profond sentiment de finalité et le frisson subtil du champ des possibles. C'était comme si elle s'était délestée d'un fardeau titanesque. Oui, elle était toujours enceinte. Oui, sa vie regorgeait de défis, mais elle avait également récupéré son identité, forgeant un chemin qui n'était plus obscurci par les mensonges de Christophe. Elle se déplaça silencieusement dans l'appartement, préparant un modeste petit déjeuner composé de pain grillé et de jus d'orange. Léa était déjà partie travailler, lui laissant un tendre mot d'encouragement sur la table de la cuisine. Nathalie sourit face à la délicatesse de son amie, puis ouvrit son ordinateur portable pour consulter ses courriels.
Un message d'Isabelle confirmait les ultimes détails de l'enregistrement et y joignait le jugement de divorce définitif. C'était fait véritablement fait. Son téléphone vibra, annonçant un nouveau SMS de Christophe. « Je sais que notre mariage est terminé, mais j'aimerais être présent au prochain rendez-vous médical. Dis-moi si c'est possible. » Elle ressentit un pincement d'émotions contradictoires. L'accord lui accordait le droit de participer aux étapes majeures de la grossesse et à l'éventuelle coparentalité. En lisant sa supplique, elle perçut des remords sincères dans ses mots, mais comprit également que la confiance n'était pas une chose qui se conjurait du jour au lendemain. Nathalie tapa une réponse mesurée, « Le rendez-vous est jeudi prochain en début d'après-midi. Si vous souhaitez être là, venez. Je ne vous en empêcherai pas. » Après avoir appuyé sur « Envoyer », elle ferma les yeux, inspirant profondément. Elle voulait ce qu'il y avait de mieux pour son enfant, même si cela impliquait de permettre à Christophe de construire une relation sous sa garde vigilante. À mesure que la journée s'écoulait, elle commença à chercher en ligne des appartements plus proches de quartiers paisibles. Elle avait économisé suffisamment d'argent grâce au règlement du divorce pour vivre confortablement, tout en envisageant une nouvelle orientation de carrière. Une part d'elle souhaitait un petit cocon dans le quartier des Batignolles, près de ces rues tranquilles et de cette vie de village dont elle était tombée amoureuse en arrivant à Paris. Une autre part songeait à retourner dans sa petite ville natale en Normandie pour offrir un cadre de vie plus serein au bébé. Pour l'heure, elle avait des options, et c'était bien suffisant. Dans la soirée, elle se recroquevilla sur le canapé du salon, grignotant quelques tranches de fruits tout en feuilletant un livre de prénoms pour bébé. Elle s'attarda sur quelques prénoms qui résonnaient en elle, Adélaïde, Sébastien, Helena, Jules. Souriante, elle imagina un avenir qui n'appartiendrait qu'à elle et à son enfant, enfin libérée des chaînes de la trahison. Une vague de gratitude la submergea. En dépit de la souffrance, elle avait trouvé le chemin vers un nouveau départ. L'histoire de Nathalie nous rappelle que même les contes de fées les plus éclatants peuvent se défaire lorsque la tromperie entre en scène. La vie scintillante qu'elle partageait autrefois avec Christophe s'était effondrée sous le poids de l'infidélité, la contraignant à affronter le chagrin et à naviguer dans un dédale juridique d'une rare complexité. Pourtant, à travers chaque déception accablante, Nathalie a découvert en elle une source de force inépuisable, cette même force qui l'a guidée pour protéger son enfant à naître et réclamer, fièrement, sa propre liberté.